1986. Dans les collines au nord du Connecticut vit une famille, composée d'un mari, d'une femme et de leurs 4 enfants. Après avoir emménagé dans une nouvelle maison, la famille commence à remarquer des choses quelque peu étranges. Des bruits de gémissements, des bruits de pas qui semblent venir d'en haut du couloir mais également d'en bas. Parfois même il y a des odeurs nauséabondes qui se répandent ici et là, dans certaines pièces. Et même des pleurs de bébés résonnent parfois dans la maison alors qu'il n'y a aucun bébé dans la famille. Et le pire, à l'occasion, une forme sombre se présente, rampant sur le plafond ou montant les escaliers. Apeurée par ces manifestations, la famille contacte le célèbre couple de démonologues, Ed et Lorraine Warren. La première étape de l'enquête, d'abord, avant de faire quoi que ce soit, c'est d'observer les choses. Voir si nous-mêmes on peut voir des manifestations. Est-ce que ce sont des manifestations qui semblent dangereuses, qui peuvent nous porter atteinte physiquement, ou est-ce que ce sont des choses plutôt anodines, bien que dérangeantes, pour voir un petit peu quelle est la gravité de la situation. Pour ce faire, le couple reste sur place en permanence accompagné de leur petit-fils Chris, et après un mois d'observation, l'affaire est finalement présentée à l'église. Elle est présentée à l'église parce que le couple se rend bien compte que les manifestations qui sont présentes dans la maison sont vraiment trop dérangeantes. L'église se charge de bénir les lieux, ce qui instaure le calme dans la maison. Évidemment, si l'affaire s'arrêtait ici, je n'en aurais pas parlé. Le calme reste seulement pendant quelques jours, et après cela, les manifestations reviennent. Comme si l'esprit il a dit ok je m'en vais, vous voulez pas de moi, et puis après il fait en fait je reviens, j'ai envie de rester. Donc là maintenant que les événements ont repris, on voit que la bénédiction des lieux n'a pas servi, on se dit qu'on va passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire un exorcisme. 2 prêtres se rendent sur place, mais à l'instar de la bénédiction, le calme ne dure pas. Et même pire que cela, les manifestations s'aggravent. Donc là encore une fois on va passer au stade supérieur, on voit que la bénédiction ne marche pas. Un exorcisme classique ne suffit pas, donc là on va faire un exorcisme un peu plus brutal. Et pour ce faire, on ne fait pas appel cette fois-ci à 2 prêtres, mais à 4. Après cet exorcisme, on dirait bien que tout est revenu dans l'ordre. Sans le retour des manifestations, la famille reprend le cours de sa vie. Elle déménage, les enfants grandissent, et on pourrait penser que l'histoire prend fin ici. Mais encore une fois, si ça s'arrêtait là, l'histoire aurait été un peu courte. En 1998, soit 12 ans après les événements, la famille s'étant bien agrandie car comptant désormais 27 membres, se voit frappée d'une tragédie. Effectivement, le frère de la mère qui vivait dans la maison où il y a eu toutes les manifestations, donc quelqu'un qui n'a pas côtoyé ces événements étranges, perd la vie. Et c'est suite à ce décès que des choses assez curieuses vont se produire de nouveau. La mère qui a perdu son frère remarque ces choses et ça lui rappelle quelque chose, des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Et en plus de ça, elle n'est pas la seule à remarquer cela. Un de ses fils, qui vivait donc dans la maison qui avait subi des exorcismes, remarque lui aussi des choses assez particulières. Et ce qui est surprenant, c'est que chacun vit dans une maison différente. Tout ne se passe pas au même endroit. Il y a des bruits de coups sur les murs, les lumières qui vacillent, des bruits qui viennent du poste de télévision alors qu'il est éteint. Donc rapidement, mère et fils commencent un petit peu à cogiter, à faire un lien avec les événements qu'ils avaient vécus des années plus tôt. Anxieux à l'idée de revivre ce qui les avait traumatisés, la famille décide de rappeler ceux qui avaient autrefois réussi à gérer cette crise. Vous l'avez compris, Ed et Lorraine Warren, on les rappelle, on fait appel au service après-vente. Les Warren reviennent donc prendre les choses en main, et après avoir analysé un petit peu la situation, ils se rendent compte que les membres de la famille présents dans la maison qui avaient par le passé été exorcisés semblent encore une fois, à ce moment-là, être la cible de ces curieux événements bien dérangeants. C'est assez bizarre. Est-ce qu'on pourrait se dire que l'entité, si c'est une entité qui est concernée, n'était pas rattachée au domicile, mais plutôt à la famille qui vivait dans la maison où il se passait 12 ans auparavant des événements étranges? C'est bien possible. Donc qu'est-ce qui peut bien se passer autour de cette famille qui est autant dérangée? Ils sont victimes de portes qui se verrouillent et qu'il est impossible de déverrouiller sauf au bout d'un certain temps. Parfois il y a un courant d'air glacial qui traverse une pièce alors que toutes les fenêtres et les portes sont fermées. Il y a des crépitements électriques. Vous savez, comme quand vous avez une ampoule qui commence à dysfonctionner, ça fait un petit bruit désagréable. En soi, si on prend un peu de recul, c'est comme si la chose, si on considère qu'il y a une chose, se moquait de la famille en disant « Vous pensiez vous êtes débarrassé de moi? Non, je suis toujours là et je peux vous faire ce que je veux. » Mais rappelez-vous, 12 ans dans le passé, parfois la famille voyait une sorte d'ombre se déplacer au plafond. Cette fois-ci, cette ombre est toujours présente, mais elle est beaucoup plus présente, beaucoup plus visible et beaucoup plus vicieuse. Cette fameuse ombre, c'était comme une fumée de charbon qui prenait clairement l'apparence d'une personne et elle glissait sur le plafond, où elle se promenait dans les chambres, s'arrêtant près des lits comme pour y observer les personnes qui cherchaient le sommeil.
des bruits de pas résonnaient sur le sol et le plafond. Il y avait même des voix qui appelaient le nom des habitants ou encore qui criaient du sous-sol. Évidemment, tous ces événements-là laissaient croire à la famille qu'ils étaient suivis par quelque chose. Et il se passait également autre chose qui, ça, aurait mis, je pense, clairement des sueurs froides à plus d'une personne. Quand par exemple, la mère se regardait dans une surface réfléchissante, c'est-à-dire une vitre ou un miroir, elle pouvait voir une sorte de silhouette blanchâtre se former derrière elle, ce qui amplifiait évidemment cette sensation de constante surveillance. Étape supérieure en termes de frayeur, parfois même des yeux se formaient. Autant vous dire que personnellement dans cette situation, j'enlève tous les miroirs, je mets un rideau sur toutes les fenêtres pour plus voir mon reflet, et vous en conviendrez, à ce moment-là, on a de quoi vivre dans une parano des plus tenaces. En plus, ces apparitions étaient suivies d'une odeur cadavérique qui semblait venir de nulle part. Pas de problème de canalisation, d'égout qui remontait à la surface, ce genre de choses, pas du tout. Et à chaque fois, on avait le même schéma. L'apparition de cette ombre blanchâtre, puis l'odeur. Comme si cette odeur, en soi, vous l'aurez compris, était associée à cette apparition. Mais encore une fois, c'est pas le pire qui pouvait se produire. Je vous l'ai dit, le pire qui puisse se produire quand une entité est dans notre maison ou rattachée à nous, c'est quand elle peut s'en prendre physiquement à notre personne. Et cette entité-là, elle y arrivait. Le plus jeune fils a avoué sentir une pression sur sa poitrine, la nuit. Une pression tellement forte qu'elle l'empêchait de respirer. Vous l'aurez compris, c'est le genre de pression qui pourrait clairement tuer quelqu'un pendant son sommeil. Totalement paniqué de par cette situation, voulant se sortir de cette crise, une fois par jour, les membres de la famille se réunissaient ensemble pour réciter des prières et essayer de se libérer de ce fardeau insoutenable. Et au fur et à mesure de ces réunions, un constat a été fait. Il semblerait que là où les manifestations sont les plus virulentes, eh bien c'est dans la maison du plus jeune des fils. Est-ce qu'il y a une explication à cela? On ne sait pas. Cette affaire se conclut assez mystérieusement. Pas tout de suite, mais on n'a pas des réponses à toutes nos questions. Parce que les Warren décident de prendre à ce moment-là les choses en main, en mettant en place ce qu'ils avaient fait 12 ans auparavant, c'est-à-dire des exorcismes. Après avoir expérimenté eux-mêmes des manifestations comme des bruits de tambour, la sensation que quelqu'un était assis près d'eux, ils décident de pratiquer un exorcisme, le même qui a été pratiqué 12 ans auparavant, dans chacun des foyers des membres de la famille. Comme dans le passé, ça a marché. Mais à un moment donné, sans raison, les membres de la famille qui ont vécu dans la fameuse maison qui était initialement hantée, la maison d'origine, sont tous tombés malades. Ils étaient très malades, néanmoins ce n'était pas mortel, mais ce qui était très surprenant et étrange avec leur maladie, c'est que aucun médecin ne semblait comprendre d'où ça pouvait venir. Tout seul, chaque membre de la famille s'est guéri, et qu'est-ce qui s'en est suivi? Des manifestations paranormales. Les Warren ont été recontactés, ils ont repratiqué un exorcisme, et là, sans explication logique, sans explication paranormale, le calme est revenu dans chacun des foyers. On ne sait pas pourquoi. Ça a semblé fonctionner, parce que depuis ce jour, il ne s'est plus rien passé. En tout cas, jusqu'à ce que le mal ne refasse surface comme il l'a déjà fait. Qui sait, au vu de l'historique de ce qui frappait la famille, personne n'est à l'abri que l'entité qui sévissait ne refasse surface un jour. C'est là que cette enquête s'arrête. C'est une enquête assez curieuse, je trouve. Il y a beaucoup d'événements paranormaux et effrayants qui se passent dans cette affaire, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'on n'a pas d'identité concernant l'entité qui abrite les lieux. Est-ce qu'il y en a une, plusieurs? On peut se dire que soit c'était une entité très puissante et qu'il fallait plusieurs exorcismes pour la chasser, qu'à chaque exorcisme elle était affaiblie et qu'elle reprenait un peu de force et qu'elle pouvait ensuite revenir à l'attaque, et que finalement avec le dernier exorcisme elle a été définitivement chassée. On peut se dire aussi qu'il y en avait plusieurs et que chaque exorcisme permettait d'en chasser une. On peut avoir bon nombre de théories sur cette affaire. Évidemment on peut avoir des théories plutôt rationnelles. Personnellement j'en ai pas. Dans la source que j'ai utilisée, qui est un livre sur les affaires Warren, automatiquement le chemin pris est le chemin du paranormal, donc il n'y a pas forcément de débat concernant l'aspect rationnel de la chose, donc je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez comme théorie qui pourrait vraiment tenir la route en mettant le paranormal de côté, parce que le paranormal on peut un peu tout imaginer évidemment. Si vous avez des théories paranormales, évidemment je suis aussi preneur, parce que là, bien que l'affaire soit vraisemblablement résolue, on n'a pas d'explication concrète sur ce qui s'est passé et de pourquoi le problème a été résolu. On va voir d'abord l'histoire de Sarah. Elle avait 9 ans au moment des faits, et Sarah dit clairement qu'elle n'aurait pas atteint ses 10 ans si les choses s'étaient passées quelque peu différemment. À cette époque, la famille de Sarah ainsi qu'une de ses amies du nom de Tisha rendaient visite ensemble à des amis qui avaient des cabanes. Tout ce beau monde rendait visite
à ses fameux amis parce qu'il y avait une fête qui était organisée. C'était une fête où il y avait pas mal de monde, une sorte un petit peu de fête des voisins, où du coup tout le monde se connaissait, chacun avait amené ses enfants. C'était certes un endroit où il y avait du monde, mais pas du tout creepy ou cringe ou quoi que ce soit, parce que tout le monde se connaissait. Les enfants étaient assez contents parce qu'il y avait d'autres enfants avec qui ils pouvaient jouer, donc Tasha, Sarah et son jeune frère, eh bien ils allaient passer un très bon moment. Pour vous donner un petit peu plus de détails sur l'emplacement où se trouvaient ces fameuses cabanes, eh bien elles étaient assez isolées. Elles étaient toutes reliées par une route de gravier qui rejoignait une route principale qui était un peu plus cimentée en bitume, là où les voitures pouvaient passer, mais le tout se trouvait dans un endroit en soi où il n'y avait pas vraiment de passage, et en plus de ça, qui de nuit n'était pas trop éclairé. En tout cas, ce lieu était parfait pour faire soit une partie de cache-cache ou une partie de loup. Et justement, ce jeu-là, le cache-cache, était quelque chose de très pratiqué pendant cette fête-là, parce que les adultes, eux, parlaient, ils vaquaient à leurs occupations, les enfants voulaient s'occuper, et quoi de mieux qu'un cache-cache pour pouvoir jouer avec tous les enfants? Bah, y a pas grand-chose. Tout se passait très bien, les enfants avaient pas mal joué à cache-cache, bien sûr, ils avaient une zone délimitée par les adultes pour pas que les enfants aillent trop loin, dans les endroits trop peu éclairés, donc en soi, tout était carré. Les adultes, eux, vu qu'en plus tout le monde se connaît, sont pas forcément sur le summum de leur garde, donc ils laissent les enfants courir, faire des allées et venues, etc. Mais à un moment donné, au cours de la soirée, les enfants décident d'agrandir ce fameux terrain de jeu. Donc les enfants demandent aux adultes si ils peuvent agrandir leur terrain de jeu pour le cache-cache. Les adultes sont un peu hésitants, mais avec tous les enfants qui s'y mettent en disant s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les adultes finalement acceptent, ils disent juste ok pour cette fois-ci, mais dès qu'il fait vraiment trop sombre, là par contre vous revenez sur le terrain qu'on avait délimité. La partie de cache-cache reprend, Tasha et Sarah décident non pas de rester cachées comme on le ferait dans un cache-cache habituel, parce qu'elles remarquent que là où elles sont cachées, il y a d'autres personnes qui se cachent. Donc elles essayent d'être un peu plus malignes que les personnes qui vont les chercher, elles se disent nous, on va traquer les personnes qui nous cherchent, comme ça on pourra anticiper leur mouvement. Donc, Tasha et Sarah font leur petit jeu d'espion, elles observent un petit peu les personnes qui les cherchent, elles s'enfuient, elles se cachent, elles se mettent hors de vue. Le truc classique, vous l'avez peut-être déjà fait, moi parce que j'ai déjà fait, j'essayais d'être plus malin que les autres, sauf que à un moment donné je faisais du bruit, on me remarquait, je me faisais choper le premier finalement. Là ce n'est pas le cas pour Sarah et Tasha. À un moment donné, Sarah et Tasha se retrouvent sur une route. Elles décident de se cacher derrière deux voitures qui sont garées. Tasha, elle, était un peu plus loin que Sarah, et vu qu'il y avait, ça y est, beaucoup d'obscurité, si elle s'éloignait trop, elle ne la voyait plus. Tasha et Sarah s'étaient mis d'accord sur une chose, c'est que, vu que Tasha était un peu plus en avant, elle devait donner un signal à Sarah pour que Sarah la rejoigne sans se faire débusquer. Sauf que le temps commence un petit peu à se faire long. Sarah en a marre de rester cachée derrière la voiture, du coup, elle prend l'initiative d'aller directement rejoindre Tasha sans qu'elle ait un signal. C'est là qu'au moment où elle se lève, elle sent une emprise glaciale sur son poignet. Sarah se retourne immédiatement et elle voit un homme, grand, avec un sweat rouge et un bonnet. Il commence à se pencher vers Sarah, avec la main sur son poignet et également une main dans la poche de son jean. Sarah n'a aucune réaction. En fait, elle est tellement surprise de la situation, elle s'attendait tellement pas à voir quelqu'un, qu'elle ne fait rien du tout. Quelqu'un aurait pu crier automatiquement de peur, elle s'est figée sur place. Des secondes qui semblent des heures s'écoulent, alors que Sarah et l'homme échangent des regards. Sarah sent sur son poignet que l'homme fait des pressions et il relâche. Et plein de questions trottent dans la tête de Sarah. Elle se dit, est-ce que j'étais caché derrière sa voiture? Est-ce qu'il va aller voir mes parents? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une cabane dans le coin? Vraiment plein de questions dont elle n'a évidemment pas les réponses. Le silence est brisé par l'homme, qui commence à grogner. Sarah voit que l'homme cherche quelque chose dans la poche de son jean, là où il avait sa main, et quand il voit ce qu'il en sort, là elle comprend que c'est très mauvais. L'homme sort un couteau de la poche de son jean, et ensuite il commence à tirer Sarah vers la forêt. C'est là que l'instinct de survie de Sarah reprend le dessus, elle commence à se débattre, et c'est ce qui lui a sauvé la vie, clairement, parce que cette action, le fait que Sarah se débatte, ça a surpris l'individu. Du coup, surpris, il a un peu sursauté, et il a relâché son emprise. Et à ce moment-là, Sarah a saisi l'opportunité, elle a entièrement retiré son poignet, et elle s'est ensuite barrée en courant, regardant de temps en temps derrière elle, et elle a remarqué que l'homme ne la suivait pas. Il la regardait tranquillement s'enfuir. Sarah a réussi à retrouver un enfant plus âgé, là, pour elle, fini la partie de cache-cache,
Elle lui dit faut qu'on retrouve Tasha. Ils arrivent à la retrouver. Elle était pas du tout dans la zone où il y avait l'individu bizarre, même dangereux. Et une fois que tous les enfants se sont rassemblés, là, ensemble, ils sont allés voir les adultes pour que Sarah puisse raconter ce qui s'est passé. Évidemment, la guerre est lancée. Une partie des adultes reste avec les enfants pour les surveiller. Une autre partie part à la chasse à l'homme au couteau. Tasha avait vu ce qui s'était passé. Elle avait assisté à la scène traumatisante que Sarah a vécue. Et elle a vu ce qui s'est passé avant et après. C'est-à-dire avant qu'il y ait confrontation entre l'homme et Sarah, elle a vu l'homme se rapprocher de son ami, mais très silencieusement, presque comme un chasseur. Après, la scène s'est passée, et elle est partie se cacher un peu plus loin. Elle a un peu quitté la zone de la route, et elle a observé ensuite la scène où son ami a réussi à s'enfuir, et elle a vu l'homme qui est resté là immobile, en train de regarder Sarah partir. Il jouait avec son couteau, dans la main, avant de s'aventurer dans la forêt. D'autres enfants auraient aperçu cet homme s'asseoir parfois dans la forêt. Mais il n'avait pas forcément pensé à mal en voyant cet homme. Il ne savait pas ce qui s'était passé, donc il n'y avait pas prêté plus attention que ça. Cet homme n'a jamais été retrouvé, et avec le recul, maintenant que Sarah a grandi, elle se dit que cet homme, s'il avait réussi à l'emmener dans la forêt, aurait pu lui faire clairement ce qu'il voulait, notamment la tuer. D'où le fait qu'elle dit que potentiellement, si les choses avaient été quelque peu différentes, elle n'aurait jamais atteint ses 10 ans. C'est là que son témoignage s'arrête, traumatisant. Je pense que Sarah n'a pas dû faire beaucoup d'autres balades en forêt. Je pense qu'elle c'est terminé pour elle, ou alors elle se balade avec un taser, ce qui est envisageable. Ce qui est assez fou dans cette histoire, c'est que on a quand même une jeune fille de 9 ans qui vient se faire attaquer par un adulte. Et ça, je comprends, tu vois, le fait que tu sois tétanisé sur place, que tu sais pas comment réagir. Mais ce qui est incroyable, c'est que elle aurait pu rester dans cette situation de paralysie, et du coup se laisser emmener dans la forêt. Mais elle a quand même eu le courage de se battre, et c'est ça qui l'a sauvée. C'est ça qui est beau aussi dans cette histoire, c'est qu'elle a eu le courage de se défendre pour sa vie. Ça a porté ses fruits dans le sens où elle a réussi à s'en sortir. Malheureusement, cet individu n'a pas été arrêté. Quelles étaient ses intentions ? On ne le saura jamais. Je préfère qu'on ne le sache pas plutôt qu'on le découvre au travers de Sarah, c'est-à-dire qu'elle était agressée ou quoi que ce soit. On croise les doigts pour que cet homme ait été arrêté à un moment donné. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Maintenant, on va voir le témoignage de Cheryl. Avant toute chose, de commencer réellement le témoignage, Cheryl dit qu'elle a posté une autre partie de ce témoignage, on va dire la première partie, sur un autre forum Reddit. Un forum Reddit où les gens disent « je suis ta », et ils expliquent un petit peu des choses par rapport à ça. Par exemple, je suis cuisinier, donc je me lève à telle heure, je fais ci, je fais ça, voilà comment est ma vie. Et bien le témoignage qu'elle avait partagé premièrement, c'était un truc du style je suis suivi par un stalker. Donc elle avait raconté juste brièvement ce qui s'était passé. Elle n'avait jamais eu de confrontation avec ce stalker. Mais là où prend place le témoignage que moi je vais vous raconter, prend place parce que Cheryl s'est rendu compte que son stalker a découvert qu'elle avait partagé son témoignage et il l'a lu. Voilà ce que dit ce témoignage. Elle a donc un stalker depuis quand même 4 ans. Un stalker qui n'a jamais été agressif, qui n'a jamais cherché à rentrer en contact directement avec elle. C'était quelqu'un qui n'a jamais envoyé de menaces ou quoi que ce soit, donc Cheryl a toujours pris comme position celle de faire comme si cet homme n'existait pas. Au début, elle avait un peu peur de cette situation, mais voyant que cet homme-là restait quand même à bonne distance, au bout d'un moment, elle en avait clairement plus peur. Seule chose qu'elle recevait, c'était soit des lettres, des cadeaux, des photos de là où elle vivait. Parfois, il lui envoyait des choses qu'elle avait jetées dans sa poubelle. Et à un moment donné, lassée de cette situation quand même, Cheryl avait appelé la police. Mais la police a soit pas réussi à le choper, soit ils n'ont pas essayé. Et donc, quelques semaines avant son témoignage, sur Reddit, Cheryl a partagé sur un autre forum tous ses ressentis vis-à-vis du fait d'avoir un stalker. Et ayant très peu de réseaux sociaux, n'ayant pas fait la promotion ou quoi que ce soit de ce qu'elle avait écrit, elle ne pensait pas que ce stalker allait tomber là-dessus. Mais si. Des gens ont interagi avec ce post-là en disant « mais en partageant cela, ne pensez-vous pas que cet homme va être en colère ? Peut-être qu'il va être excité de savoir que vous l'avez remarqué. » Mais finalement, elle se rend compte que son stalker l'a vu et qu'il n'a pas aimé ça. Comme Cheryl le dit, son stalker n'a jamais été agressif. Le truc le plus hard qu'il ait pu faire, c'est prendre en photo Cheryl quand elle rentrait dans son appartement et la photo était prise des escaliers de son immeuble. Elle pense pas qu'il ait pris la photo directement mais qu'il a installé un appareil photo, une caméra, quelque chose comme ça qui détecte les mouvements parce qu'elle se dit qu'elle aurait vu s'il y avait quelqu'un. En tout cas, après que ce stalker ait vu sa publication,
en tout cas c'est ce qu'elle pense, il ne s'est rien passé pendant une semaine. Pas de lettres, pas de photos, rien du tout. Après cela, il a repris ses envois et il a envoyé des screens en fait de réponses qu'elle avait eues à son poste. Il a également envoyé une lettre critiquant le petit ami de Cheryl. Et dans ces lettres, il appuie également sur un point, il dit que ils devraient partager la vedette ensemble, donc ils ont une sorte de connexion, parce que si Cheryl a percé entre guillemets sur Reddit, c'est surtout grâce à lui. On voit un peu le processus mental de cet individu. Cheryl, alors qu'elle rentre chez elle, remarque qu'elle a reçu cette fois-ci un nouveau cadeau. Ça ne se présentait pas comme les autres qu'elle avait pu recevoir, parce que généralement elle les recevait dans sa boîte aux lettres. Là, le cadeau avait été déposé devant sa porte d'entrée, dans l'immeuble. Cheryl a décidé de ne pas le prendre chez elle, mais de l'ouvrir à l'extérieur. C'était une grosse boîte, fermée par du ruban adhésif, et avec le recul, elle se dit qu'elle n'aurait jamais dû l'ouvrir comme ça, parce qu'il aurait pu avoir quelque chose de très dangereux, notamment quelque chose d'explosif. À l'intérieur, il y avait des sortes d'attaches, du ruban adhésif, une télécommande de télévision avec des boutons qui avaient été retirés, un paquet de pansements avec certains usagés qui apparemment n'étaient pas réellement usagés, mais on les avait un peu froissés pour faire genre qu'ils avaient été utilisés. Et il y avait, et c'est ça le plus effrayant dans le cadeau, une photo de Cheryl, encadrée, qui était une photo qui avait été prise il y a quelques jours. Le petit ami avait été coupé de la photo, et le cadre avait été brisé, mais pas brisé comme si le colis avait eu un impact, brisé intentionnellement, comme si on voulait faire passer un message. Immédiatement, Cheryl a appelé la police. Cette fois-ci, la police semble plus inquiet que la première fois. Ils récupèrent le colis. Ils disent à Cheryl qu'ils enverront plus de patrouilles dans le coin pour essayer de choper cet individu. Pendant quelques temps après, le stalker n'a pas redonné de signe de vie. 5 jours avant la publication sur le forum Reddit, Cheryl a remarqué encore d'autres choses. Alors qu'elle sortait de son appartement, quand elle a marché sur le paillasson, elle a entendu des bruits bizarres. Elle a regardé. Et elle a remarqué qu'en fait ce stalker avait pendant la nuit placé du verre brisé sous le paillasson. Devant aller au travail de manière assez urgente, Cheryl envoie juste un message à son petit ami en lui disant d'appeler la police encore une fois, sauf qu'elle se rend compte, une fois qu'elle arrive à son véhicule, que son véhicule a été vandalisé. Les phares étaient pétés, il y avait pas mal de rayures sur les côtés, et sur le pare-brise il y avait une phrase. Il y avait marqué c'est bientôt l'heure, Miss Cheryl et son nom de famille. Elle a trouvé plus tard la même phrase sous le paillasson, et encore une fois là elle se dit j'appelle la police. La police monte encore dans un échelon de la prise au sérieux de l'affaire, et bien que Cheryl jusqu'à présent n'était pas forcément si effrayée que ça, là le fait qu'on vandalise carrément sa voiture, là elle commence vraiment à ressentir de la peur. Petit point positif quand même dans tout ça, c'est que elle avait une sorte de caméra dans son véhicule. Caméra qui a permis d'enregistrer ce stalker. Malheureusement, la caméra n'est pas d'une super bonne qualité, donc certes on voit qu'il y a un homme qui vandalise etc, mais ça ne permet en rien son identification. Et c'est 2 jours avant la publication sur le post Reddit qu'il y a encore du nouveau. On est en pleine nuit, à 4 h du matin. Cheryl, qui est avec son petit ami, entend que ça sonne à sa porte. Évidemment, avec ce qu'il se passe, elle est méfiante, elle n'a pas envie d'aller ouvrir. Mais elle remarque au travers du petit trou sous la porte, qu'il y a des lumières bleues qui vacillent un peu. Elle se lève et elle entend crier derrière « C'est la police, veuillez ouvrir la porte ». Rassurée, Cheryl ouvre la porte et la police informait Cheryl que ils avaient été appelés par un voisin qui rentrait de son travail de nuit et qu'il a entendu après être rentré dans le bâtiment que quelqu'un est rentré également. En fait, le stalker a profité que le voisin rentrait pour se faufiler dans l'immeuble. Tout l'immeuble était au courant de la situation, donc le voisin, qui a vraiment assuré pour le coup, est rentré chez lui et il a observé au travers du Judas sur sa porte pour voir s'il y avait quelque chose. Il se disait s'il n'y avait rien, la lumière allait s'éteindre à un moment donné, la lumière de l'escalier, sauf que la lumière s'est rallumée. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un. Il a vu un homme d'âge moyen se diriger vers les étages supérieurs. Et dans les étages supérieurs, il n'y avait que 2 personnes qui y vivaient. Une mère avec 3 enfants, donc quelqu'un qui n'avait pas à attendre de visiteurs en pleine nuit, et Cheryl et son petit ami. Donc immédiatement, il a appelé la police. La police a réussi à attraper le stalker. Enfin, il se trouvait dans l'escalier pour arriver à l'étage où vivaient Cheryl et son petit ami. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y avait une fenêtre à ce niveau-là. Donc il aurait clairement pu voir les voitures de police. Donc soit il ne les a pas vues, ce qui est possible, soit il voulait se faire choper. Mais en tout cas, ce qui est effrayant, c'est ce qui a été trouvé sur lui. Il avait dans sa poche un couteau. Un petit couteau de poche qui aurait pu en soi, bien qu'il était assez petit, faire pas mal de dégâts. Fort heureusement, il a tout de suite avoué
être le stalker de Cheryl, qu'il était responsable de tous les malheurs qu'il lui avait commis. Et Cheryl est en attente de voir quelle sera sa condamnation. C'est là que ce témoignage s'arrête. Ce qui est fou dans ce témoignage, c'est que là, on en a un résumé entre guillemets rapide au cours d'une vidéo, mais il faut se dire quand même que tout ça s'étale sur plusieurs années. C'est ça qui est fou. Pendant 4 ans, certes, il n'y avait rien de grave. Peut-être que si des mesures avaient été prises déjà pendant ces 4 ans, la suite n'en aurait pas découlé. Après, quelles étaient les intentions de ce stalker ? On ne sait pas. Malheureusement, on ne peut pas rentrer dans sa tête pour comprendre quelles étaient ses intentions. Est-ce qu'il allait monter crescendo dans le creepy? C'est possible. En tout cas, qu'est-ce qu'il comptait faire en allant chez Cheryl le soir où il a été arrêté avec un couteau? On peut certainement présager le pire. Il y avait une jeune fille, âgée de 11 ans, nommée Mélanie. Elle vivait dans une partie un peu reculée, pas dans la ville directement, en compagnie de ses parents, et bien qu'elle avait beaucoup d'amis à l'école, quand elle était chez elle, elle se sentait assez seule. Donc mis à part les relations sociales qu'elle avait à l'école, à la maison elle ne sortait pas beaucoup. Pour son anniversaire, les parents de Mélanie ont décidé de lui acheter un téléphone portable. Ils lui ont acheté ce cadeau pour une bonne raison. Ils lui ont dit que comme ça, elle pourrait rester en contact avec ses amis de l'école, même si elle n'est pas physiquement proche d'eux. Sauf que, malheureusement, ce beau cadeau n'a pas permis à Mélanie de se faire sentir mieux. Bien qu'au début, elle a essayé de parler avec ses amis, il se trouve que ses amis étaient toujours trop occupés le soir pour discuter avec elle. Donc son sentiment de solitude n'a fait qu'empirer. C'est là que la mère de Mélanie a eu une autre idée. Elle a suggéré à Mélanie d'entretenir une relation amicale, une correspondance avec un correspondant. Je sais pas si ça se fait encore beaucoup ça, mais moi par exemple quand j'étais au collège, on avait à un moment donné dû échanger avec des collégiens d'une école en Allemagne, et à un moment donné, nous les Français on était allés en Allemagne dans l'école et eux étaient venus en France, et nos correspondants venaient passer peut-être une semaine chez nous, et quand nous on était allés en Allemagne c'était l'inverse. Mélanie s'est donc dit que ça pourrait être une bonne idée. Elle a fait des recherches sur internet pour trouver des sites qui permettaient en soi d'échanger avec d'autres personnes. Elle a trouvé un site, elle a noté un petit message demandant si quelqu'un pouvait être intéressé de dialoguer avec elle, et quelques heures plus tard, son téléphone a sonné. Elle avait reçu un mail d'un homme nommé Fred. Mélanie a ouvert le fameux message et il y avait marqué « Bonjour, j'ai vu ton message sur le forum, je me sens seule également. Est-ce que ça te dirait qu'on devienne correspondant ?» Mélanie était très heureuse, donc elle a immédiatement accepté cette offre. Les deux correspondants ont commencé à échanger, quasiment tous les jours, à tel point que leur relation s'est développée et ils sont devenus quasiment meilleurs amis, bien qu'ils ne se soient jamais vus réellement. Mais à un moment donné, cette relation a encore évolué. Au fur et à mesure des conversations, Mélanie a commencé à se rendre compte qu'elle développait des sentiments non plus amicaux, mais amoureux. C'est là qu'elle s'est posé la question de est-ce que ce fameux Fred accepterait d'être son petit ami. Elle ne voyait que des qualités à ce garçon, c'était facile de parler avec lui, de tous les sujets. À chaque fois, il arrivait à lui faire sentir bien, apprécié. Mais au bout d'un moment, Mélanie a commencé à sentir que la conversation n'allait que dans un sens. C'est-à-dire que Fred posait pas mal de questions, mais il ne disait jamais grand-chose sur lui. En gros, il savait tout de Mélanie, mais Mélanie, elle, ne savait que très peu de choses à son sujet. Par exemple, elle ne savait même pas où il pouvait vivre ou à quelle école il allait. Un jour, Fred envoie un mail à Mélanie en lui demandant si à un moment donné il pouvait s'appeler. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple de discuter de vive voix que par message. Il ajoute également à son message « J'adorerais entendre le son de ta voix ». Mélanie lui a répondu « Avec plaisir, voici mon numéro, appelle-moi vers 20 h ce soir ». Mélanie était très heureuse. Elle était impatiente de parler avec Fred de vive voix et elle décide d'enregistrer la conversation pour que, quand elle se sent un peu morose, elle puisserait entendre la voix de Fred. Peu de temps après 20 h, son téléphone sonne. Son cœur bat assez rapidement, elle est assez stressée. Elle décroche et elle appuie sur le bouton pour enregistrer la conversation. Mélanie et Fred parlent pendant pas mal de temps, jusqu'à 23 h, heure à laquelle ils se disent tous les deux bonne nuit. Après avoir accroché, Mélanie s'allonge sur son lit et elle essaye d'imaginer à quoi Fred pourrait ressembler. À sa voix, elle avait l'impression que c'était un garçon très beau, très sympathique, très avenant. Elle essayait de refaire un peu la conversation dans sa tête, mais c'était un peu flou. Elle n'arrive pas à se souvenir de choses précises, elle se souvient juste qu'elle a passé un très bon moment. Et en y repensant, ses yeux commencent à se fermer et elle s'endort.
Et là d'un coup quelque chose la réveille. Une voix qui dit « Mélanie, qu'est-ce que tu fais ?» Mélanie se réveille, elle est encore dans ses pensées, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle regarde son réveil et il est 2 h du matin, et elle regarde au niveau de sa porte de chambre, et elle voit sa mère qui la regarde avec un visage de terreur. Mélanie reprend un peu plus ses esprits, et là, elle se rend compte qu'elle n'est pas du tout là où elle s'est couchée. En fait, elle est sur le point, clairement, de sauter par la fenêtre de sa chambre. Sa mère se précipite vers elle, elle l'attrape, elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu aurais pu te tuer ?» Et Mélanie se rend compte que si jamais sa mère n'avait pas entendu des bruits un peu bizarres, et qu'elle n'était pas venue, eh bien, dans son sorte de somnambulisme, Mélanie aurait sauté par la fenêtre, ce qui est assez dangereux, me direz-vous. La mère de Mélanie, très inquiète, lui demande « Mais pourquoi elle allait faire ça ?» Mais Mélanie, elle, n'en a vraiment aucune idée. C'est là que la mère de Mélanie entend un son venir du lit de Mélanie. Elle se rend compte que c'est son téléphone qui joue un son, un enregistrement audio. Mélanie et sa mère s'assoient sur leur lit pour écouter ce que cet enregistrement dit. Et là, sur cet enregistrement, on entend la voix d'un homme, qui était la voix de Fred, qui dit « Saute par la fenêtre à 2 h du matin ». Et il disait ça, en boucle. C'est là que cette histoire s'arrête. Je vous ai dit, c'est une histoire un peu mystérieuse parce qu'on ne sait pas trop comment cet enregistrement s'est retrouvé ici. Je trouve que cette histoire est bien d'un point de vue horreur parce que on se doute qu'il va y avoir quelque chose mais on ne sait pas forcément quoi. Je pense que ceux qui écoutent cette histoire actuellement devaient se dire que peut-être le fameux correspondant allait être une toute autre personne que celle qu'elle prétendait être. Peut-être que ça allait être quelqu'un qui allait devenir un stalker, mais je suis pas sûr que beaucoup de gens s'imaginaient une fin comme celle-ci. Il y avait une jeune fille, une adolescente qui voulait aller en boîte pour la première fois. Elle a demandé à ses parents la permission, mais ses parents lui ont dit qu'elle était trop jeune. Elle a essayé de défendre sa cause, mais ses parents ne voulaient rien entendre et l'ont envoyée dans sa chambre. La jeune fille était tellement énervée qu'elle a décidé de s'enfuir de la maison. Elle voulait vraiment aller en boîte de nuit, donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une sorte de petit mannequin avec des oreillers pour faire croire qu'elle était tranquillement dans son lit, alors qu'en fait elle n'y serait pas du tout. Elle s'est ensuite habillée, maquillée. Elle est discrètement sortie de sa chambre, elle entendait ses parents qui parlaient dans la cuisine, et silencieusement, elle s'est aventurée jusqu'à la porte d'entrée. Elle passe sa soirée, et quand elle rentre plus tard dans la nuit, elle retourne dans sa chambre, silencieusement, tranquillement, mais quand elle arrive dans celle-ci, elle se rend compte que son lit a été dérangé. Les draps étaient très froissés, et il y avait un trou au milieu. Il y en avait un au niveau du bassin, et également un autre au niveau de la tête. Mélanie n'y prête pas plus attention que ça, elle se couche et le lendemain matin, quand elle va prendre le petit déjeuner avec ses parents, elle ne dit rien, mais ses parents, eux, la regardent très bizarrement. Je pense qu'on comprend pourquoi. Le soir arrive, ses parents sont partis pour dîner, la jeune fille, elle, voulait appeler l'un de ses amis pour passer la soirée, mais, problème, elle avait plus de crédit sur son téléphone pour l'appeler. Du coup, elle décide de sortir pour aller vers une cabine téléphonique pour appeler. Elle n'en trouve pas, donc elle se dit, bon finalement je vais aller dans une boutique pour aller recharger juste le crédit de mon téléphone. Il faisait vraiment très sombre cette nuit-là. La jeune fille devait traverser un parc, et alors qu'elle est en train de traverser le parc, qui est totalement vide, un homme masqué saute devant elle. Il essaie d'attaquer la jeune fille avec une barre en métal, et fort heureusement la jeune fille arrive à s'enfuir. L'homme n'arrive pas à la toucher, bien qu'il s'en ait fallu de peu, mais la jeune fille arrive à partir. La jeune fille a couru aussi vite que possible, jusqu'à chez elle, et elle a réussi à se mettre en sécurité et à semer l'homme avec l'arme de métal. Quelques minutes après être rentrée, ses parents reviennent et elle raconte évidemment ce qui lui est arrivé. Ses parents ne la prennent pas en pitié du tout. Ils lui disent plutôt qu'elle n'aurait jamais dû aller dans un parc de nuit et qu'elle devrait carrément faire en fait plus attention. Mais encore une fois, les parents la regardent assez bizarrement. Ils lui conseillent de prendre un bon bain chaud pour se calmer et oublier ce qui s'est passé. C'est ce que la jeune fille décide de faire et quand elle est dans le bain, dans la chaleur de l'eau, elle ferme ses yeux, elle essaye de se détendre et d'oublier ce qui s'est passé ce soir. Et d'un coup, la mère de la jeune fille rentre en trombe dans la salle de bain avec un grille-pain. Avant que la jeune fille ne puisse faire quoi que ce soit, la mère jette le grille-pain dans l'eau qui se trouve dans la baignoire. Malheureusement pour la mère, elle ne lance pas le grille-pain assez loin, donc plutôt que de tomber dans l'eau, il tombe sur le sol. Oui, la jeune fille vient d'échapper à une tentative de meurtre par choc électrique. La jeune fille sort du bain immédiatement, elle crie sur sa mère, parce que c'est là qu'elle se rend compte que sa mère a essayé de la tuer. Vite, la jeune fille attrape son téléphone portable pour appeler la police. Le père se précipite dans la salle de bain, il voit la scène. La jeune fille comprend que son père est également complice. Donc elle dit « Je vais appeler la police, sauf si vous me dites pourquoi vous essayez de me tuer ». La mère de famille tombe en larmes. Le père lui prend sa tête entre ses mains. Et ils essayent
d'expliquer la raison de leur comportement étrange. Ils disent que l'oncle de la jeune fille, donc le frère du père, est à l'hôpital parce qu'il est très malade. C'était un homme qui avait connu beaucoup de succès, un businessman réputé, et il avait amassé beaucoup d'argent pendant sa carrière. Il n'avait pas d'enfant, donc il a mis sur son testament qu'il voulait léguer tout ce qu'il possédait à sa nièce favorite, la jeune fille. Donc quand l'oncle décéderait, ce qui était censé arriver sous peu, la jeune fille recevrait toute sa fortune. C'est-à-dire plus d'1 million de dollars. Et le truc, c'est que si elle décède, toute cette fortune serait donnée à ses parents. La jeune fille n'en croyait pas ses yeux, que ses parents étaient prêts à l'assassiner pour récupérer de l'argent. Elle essayait de comprendre un petit peu pourquoi ils agissaient de cette manière, mais elle se disait que non, il n'y a pas d'excuse. En fait, tu peux pas te mettre à leur place et te dire ouais, ok, je comprends ou quoi. Non, ça ne passe pas. Donc elle se dit que cette trahison-là est impardonnable. La jeune fille fait ses bagages et elle s'en va. Elle décide de réserver une chambre dans un hôtel pas cher du tout, avec ses petites économies, et elle rompt tout contact avec ses parents. La jeune fille a traversé beaucoup de difficultés, mais elle arrive plus ou moins à s'en sortir dans la vie, même si elle est totalement seule. Elle travaille, elle arrive à mettre de l'argent de côté pour aller à l'université, et même si elle était en difficulté, elle trouvait du temps pour aller voir son oncle à l'hôpital, l'oncle malade, chaque semaine. Quand elle était en première année à l'université, elle a rencontré un garçon, quelqu'un qui semblait très sympathique. C'était pas un mannequin, mais il avait une personnalité apparemment incroyable, un charisme de fou, qui faisait qu'on était automatiquement attiré par lui. Il était gentil, très gentleman, et il s'assurait d'être là pour la jeune fille quand elle allait mal. Quand elle se trouvait dans ses bras, la jeune fille se trouvait en sécurité, protégée, un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis bien longtemps. Elle se disait que finalement, elle avait rencontré quelqu'un dans sa vie qu'elle pouvait croire, à qui elle pouvait donner sa confiance. Le temps passe encore un peu, de quelques mois, et ce couple, amoureux, décide de se marier. Ils ont eu un mariage assez modeste, pas dans la luxure, dans une église locale, et tous leurs amis ont été invités pour célébrer leur amour. Évidemment, la jeune fille n'a pas invité ses parents, son futur mari, du coup, ou mari, était assez curieux de savoir pourquoi, donc elle lui a raconté toute l'histoire, et évidemment, il était assez choqué. Le lendemain du mariage, le couple est parti en lune de miel. Ils ont fait un petit voyage, pas cher, dans les montagnes. Et quand ils sont arrivés sur place, ils ont vu qu'il y avait un lac magnifique. Donc ils se sont dit qu'ils allaient se faire un petit tour en bateau en amoureux. Ils sont sur le bateau, tout se passe bien. On est en automne, donc le paysage est magnifique. Et à un moment donné, le mari décide de se lever. Il attrape sa femme par le bras et il la jette à l'eau. Après cela, il prend une rame qui se trouvait dans le bateau et il commence à frapper sa femme sur la tête. À un moment donné, il a dû la frapper tellement fort que la jeune femme est devenue inconsciente. Et le mari, lui, a pris le bateau, il est retourné au port, là où il a appelé la police, pour raconter en pleurs à la police comment sa femme était tombée accidentellement du bateau et s'était noyée. Quelques jours plus tard, l'oncle de la jeune fille a été retrouvé mort à l'hôpital. Pas à cause de sa maladie. Il avait été étouffé avec l'un de ses oreillers. En quelques mois, le mari de feu la jeune fille a reçu toute la fortune de l'oncle décédé et il l'a partagée avec les parents de la jeune fille. Histoire très lourde, hein. D'un côté, je trouve que c'est horrifique parce qu'on a ce retournement de situation avec le mari qui en fait n'était qu'un pion, qui s'était allié aux parents de la jeune fille pour récolter de l'argent. Et on a également une histoire très triste quand on se met dans la peau de la jeune fille qui en fait a subi des galères toute sa vie. De là à se dire tes parents veulent te tuer pour récupérer de l'argent, c'est très triste, je trouve. La première histoire concerne une jeune fille qui s'appelle Cindy. Elle avait 28 ans et elle nous dit qu'elle vivait dans le même appartement depuis 4 ans. Dans l'appartement qui se trouve juste au-dessus d'elle, au-dessus du sien, il y a un couple qui a à peu près la trentaine d'années, qui vit ici depuis à peu près 3 ans. Tout se passait très bien, mais elle a commencé à remarquer des choses étranges pendant les 6 mois avant qu'elle poste son histoire sur Reddit. Elle a remarqué un changement dans leur comportement. Au début, c'était simplement anodin. Elle entendait de la musique assez forte émaner de leur appartement à quelques occasions. Ce qu'elle entendait, c'était une musique et des bruits comme si en soi ses voisins sautaient. Ce que s'est dit Cindy à ce moment-là, c'est que ses voisins avaient peut-être acheté de l'équipement sportif et du coup c'était ce son-là qu'elle entendait. Mais au bout d'un moment, les sauts de ses voisins étaient si forts, si violents que les lumières qu'elle avait au plafond bougeaient, ce qui peut être assez désagréable au bout d'un moment.
En plus de ça, cette fameuse routine sportive, selon elle, a commencé à évoluer d'une manière assez dérangeante. Au début, c'était quelques fois seulement par semaine, maintenant c'est quasiment tous les jours. Et en plus de ça, toujours sur le même créneau horaire, entre 8h et 10h. En plus de ça, elle remarque autre chose. Elle remarque que ses voisins se débarrassent de pas mal d'objets, pas forcément des objets de valeur, mais des beaux objets aux encombrants. Néanmoins, Cindy se dit « ça me regarde pas, c'est pas mes affaires », donc elle se dit « il faut que j'arrête d'y prêter attention ». Le temps passe et on est maintenant 3 semaines avant la publication sur Reddit. Là, elle nous dit que tout a dégénéré. Elle dit que plusieurs fois par semaine, et notamment pendant les heures de travail, la journée, eh bien ses voisins semblent organiser des fêtes qu'elle catégorise comme étant similaires au Burning Man. C'est vraiment une très grosse fête, une énorme fête, donc c'est-à-dire alcool, substances, de quoi en tout cas, si tu as un appartement, déranger pas mal le voisinage. D'ailleurs, Cindy qui est chez elle dit que la musique est si forte qu'elle a l'impression qu'il y a un concert dans son salon. Et vous savez, le truc là, des sauts où la lumière sur son plafond bouge, etc. Du coup, c'est encore amplifié parce que là, cette fois-ci, il n'y a pas que le couple qui fait ça, il y a, elle ne sait pas combien de personnes qui le font. Donc évidemment que ça fout un certain bordel. Et ce qui est très étrange, c'est que c'est pas de la musique pop qu'elle entend, c'est pas de la musique rock. Ce qu'elle entend, c'est une sorte de musique spirituelle où il y a une voix d'homme qui dit renommez-vous, abandonnez-vous, relaxez-vous. Enfin, c'est assez étrange de faire une fête sur ce genre de musique. Cindy a filmé et a enregistré également ce qui se passait au cas où que, eh bien, on lui refasse tomber la faute sur elle. Comme ça, elle a des preuves pour dire non, c'est pas moi, c'est les voisins. Et là où ça va devenir plus problématique, c'est qu'il se trouve que ces fameux voisins qui organisent maintenant des fêtes ont un patio privé qui se trouve juste au-dessus de la chambre de Cindy. Et dans sa chambre, tout ce remue-ménage a fait que une partie du plafond a commencé légèrement à s'effondrer. Immédiatement, en voyant cela, Cindy a appelé son propriétaire qui est passé voir. Il était assez choqué et énervé. Et lui aurait des informations un petit peu sur ce qui se passe au-dessus. Il a dit que la femme du couple travaillait avec des personnes. Il a des informations parce que lui, de son appartement, a une vue directe sur l'appartement des fameux voisins. Et il a vu certaines choses. Apparemment, il y a des sortes d'ateliers qui se font dans cet appartement. Il a vu les gens danser, sauter, faire des sortes de rituels. Il y avait des trucs faits avec de la terre, et en fait il pense que c'est l'utilisation pour ces ateliers qui a fait que ça s'est infiltré dans le plafond de Cindy et que ça a causé justement ces petits effondrements. Le proprio a dit je vais gérer le truc, je vais aller leur parler. Il y allait directement et Cindy, de son appartement, elle entendait un petit peu la conversation. Elle entendait que la femme du couple était sur la défensive. Rien en soi de choquant, mais quand le propriétaire est revenu voir Cindy pour l'informer un petit peu de l'avancée des choses, il lui a dit que peut-être la femme voudrait venir dans son appartement pour constater elle-même les dommages, mais il lui dit « je vais vous donner un conseil, ne la laissez pas entrer ». Bizarre comme conseil à donner. Peut-être que le propriétaire a vu quelque chose ou compris quelque chose concernant cette femme qui justifierait le fait de ne pas la laisser entrer. Cindy, elle voyait pas de problème, elle se disait « mais pourquoi ce serait plutôt légitime quand même », mais elle se dit « pourquoi pas ». Et après que le propriétaire soit parti, elle entend que les voisins de l'étage remettent leur musique d'une manière très forte, comme si en soi ils disaient « meuf, tu nous balances ou quoi que ce soit, on va continuer à t'embêter ». Agacée, Cindy rappelle son propriétaire, elle dit qu'elle a des preuves concernant un petit peu les activités de ce couple, des enregistrements, les fameux enregistrements qu'elle avait pris. Le propriétaire dit « super, envoyez ça à la copropriété », parce que le propriétaire, clairement, son intention en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est de faire expulser les fameux voisins. Cindy est un peu mal à l'aise avec ça, mais elle se dit d'un côté, je préfère être du côté de la copropriété parce que c'est eux qui gèrent mon appartement et le loyer, plutôt que d'être du côté de ceux qui posent problème. Peu de temps après, alors que Cindy sortait faire ses courses, elle a vu la femme du couple de voisins d'au-dessus qui était sur le trottoir d'en face de son immeuble et qui la regardait passer, silencieusement, sans rien faire. Cindy s'est dit, moi j'ai rien fait de mal, je continue ma route, et elle est rentrée ensuite chez elle tranquillement. Mais une autre fois, alors qu'elle retournait aller acheter un petit truc, cette fois-ci il n'y avait pas que la femme sur le trottoir, il y avait l'homme également. Le couple était présent. Et ce qui était surprenant pour Cindy, c'est que ça ressemblait vraiment à une sorte d'embuscade dans le sens où dès qu'elle est sortie de l'immeuble, le couple lui est tombé dessus. Comme si en soi il l'attendait. Ils lui ont fait ce qu'elle décrit comme des faux sourires,
Vous savez, le fameux sourire amical, mais en soi, c'est pas du tout un sourire bienveillant. Et le couple commence à poser des questions à Cindy en lui demandant est-ce que votre plafond s'est vraiment effondré? Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a de l'agitation? Parce que nous, de notre côté, le sol, il va très bien. Mais bon, bien qu'étant certes mal à l'aise, Cindy n'a rien à se reprocher, donc elle confirme effectivement qu'il y a des dégâts chez elle. Elle reste assez polie en disant j'espère que des travaux vont permettre de réparer le plafond, que ça va bien se passer, etc. Et le couple semble assez satisfait des réponses de Cindy, donc ils se souhaitent mutuellement une bonne journée, et la vie continue. Cindy a juste remarqué une chose. Elle a remarqué que le couple semblait juste un petit peu nerveux concernant les travaux, comme si en soi, ils avaient peur que les personnes qui allaient faire des travaux trouvent des trucs bizarres sur leur terrasse, sur leur patio. Il se trouve que au moment du poste, les entrepreneurs ne sont pas encore passés, donc on ne sait pas directement dans l'histoire originale ce qui a été trouvé. Mais vous inquiétez pas, si je choisis cette histoire, c'est parce que Cindy nous a fait une petite mise à jour de la situation et il nous dit du coup quelle est la suite de cette histoire. Ce qu'il y avait du coup dans le sol des fameux voisins, c'était beaucoup de saleté et de la boue. Ce que Cindy conclut de tout ça, avec un peu de recherche, avec aussi la participation des membres du forum Reddit qui lui ont donné un petit peu des pistes de réflexion et tout, c'est que ces voisins font partie d'une sorte de culte. Ils organisent des événements chez eux. Cindy aurait trouvé quel était ce culte, mais elle ne nous le donne pas dans son post Reddit le nom de celui-ci. Mais c'est un culte assez étrange dans le sens où certaines cellules sont assez extrêmes. Parce qu'elles ont des rituels, des pratiques qui côtoient directement la mort. En gros, ces personnes chercheraient à recruter des personnes qui ont connu un deuil pour les accompagner dans ce processus, mais pas juste pour juste que ça aille mieux. Il y aurait un intérêt derrière. Est-ce que c'est pour abuser peut-être de la fragilité de ces personnes-là? C'est possible, mais en tout cas, Cindy n'en a aucune idée. C'est une histoire en soi dont le dénouement reste assez mystérieux. Son propriétaire, lui, veut tout faire pour réussir à expulser ces fameux voisins qui ont un comportement assez étrange. Les fameux ateliers qui ont été aperçus par le voisin et que Cindy entendait, en fait, c'était des ateliers par rapport à la mort. Enfin, on ne savait pas forcément ce qui était fait. Mais c'était rien de très sain apparemment. Je sais que c'est un peu frustrant, on n'a pas forcément masse de détails sur qui était ce couple, mais on sait juste que c'était quelque chose d'assez apparemment problématique. Cette histoire-là a été postée sur Reddit par une personne vraiment sur le tas. Sur d'autres histoires, on a des histoires qui ont été postées des années après. Donc là, par exemple, dans ce genre de circonstances, les personnes qui partagent leur histoire ont eu un peu de réflexion sur ce qui leur est arrivé, alors que là, la personne, elle a posté la mise à jour. C'est pas impossible qu'elle poste d'autres mises à jour au fur et à mesure du temps. Maintenant, on va voir l'histoire de Laurie. Elle raconte une histoire qui lui est arrivée quand elle avait entre 25 et 26 ans, alors qu'elle travaillait comme chercheuse à l'université. Elle n'était pas professeure, je ne sais pas si vous êtes au courant, en tout cas là où j'ai fait mes études, je sais qu'il y avait ça. Parfois, il y a des personnes, des chercheurs, des chercheuses dans les universités qui ne sont pas là pour enseigner, ils sont là juste pour faire progresser la recherche et publier des articles scientifiques au nom de l'université. Et vu que Laurie était assez jeune à cette période, elle pouvait facilement être confondue avec une élève. Certains jours, quand il faisait beau, Laurie préférait manger et se balader sur le terrain de l'université plutôt que de rester dans une salle. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc, à profiter un petit peu de l'air, un étudiant lui a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Bien que Laurie aurait préféré être assise toute seule et ne pas être dérangée, sachant qu'elle est en plus un peu timide, elle a quand même dit « bien sûr ». Le jeune étudiant a commencé à parler avec Laurie, à lui demander ce qu'elle faisait, et elle ne voulait pas trop engager la conversation, donc elle répondait sans répondre, elle n'était pas très ouverte. Et à un moment donné, quelque chose a allumé un petit signal d'alerte dans la tête de Laurie. C'est que le jeune étudiant a dit qu'il l'avait vu sortir d'un bâtiment, et ce qui allume ce petit signal d'alerte là dans la tête de Laurie, c'est qu'elle n'a jamais vu ce jeune étudiant. Mais elle se dit, bon, passons, il a fait beau ces derniers temps, donc c'est vrai que je suis pas mal sorti sur le terrain de l'université, ce serait pas surprenant que quelqu'un m'ait vu. C'est là que Laurie va dire qu'elle n'est pas étudiante mais qu'elle est chercheuse, et le jeune étudiant va proposer à Laurie de temps en temps de prendre un café. Laurie esquive la proposition en disant qu'elle a un petit ami, et après ça, elle se lève et elle s'en va. Elle se dit qu'elle ne reverra plus jamais ce jeune homme. On avance dans le temps, d'à peu près 2 semaines. Cindy, comme à son habitude,
était assise sur un banc, tranquillement à profiter de l'air, et là, qui se présente à elle? Le même étudiant qu'elle avait vu 2 semaines plus tôt. Il y a une petite conversation qui s'ensuit, et encore une fois, ce jeune homme propose de prendre un café avec Laurie. Elle refuse encore une fois en prétextant avoir un petit ami. Cette situation-là, ça l'a saoulée un petit peu. Elle n'était pas encore angoissée vis-à-vis du jeune homme, mais elle se disait, ça fait 2 fois quand même au bout d'un moment, c'est chiant. Quelques jours plus tard, cette fois-ci, on n'est plus en plein après-midi où il fait beau, on est plutôt en fin de journée quand Laurie a fini sa journée de travail. Elle décide de rentrer chez elle, logique quand on a fini de travailler, et elle doit marcher un petit peu pour accéder à sa voiture. Elle ne s'est pas garée sur le parking de l'université parce qu'il fallait payer le stationnement, c'était un peu cher, donc Laurie préférait aller se garer sur un parking gratuit à 10 minutes à pied de l'université. Alors qu'elle est en train d'emprunter les rues plutôt calmes, jamais trop fréquentée que ce soit par des voitures ou des piétons, elle se rend compte qu'elle est suivie. C'est pas quelque chose d'alarmant en soi d'avoir quelqu'un qui est derrière soi, sauf que elle commence à se poser des questions. Parce qu'elle reconnaît évidemment qui est en train de la suivre, et elle se dit, ça pue. Elle décide donc de faire un chemin un peu bizarre pour retourner jusqu'à sa voiture, juste pour s'assurer que la personne derrière elle ne la suive pas. En gros, si la personne derrière elle prend le même chemin qu'elle, c'est sûr qu'elle est suivie, parce qu'elle fait un itinéraire trop particulier. Elle décide d'adopter une très bonne stratégie, c'est qu'elle fait comme si c'était naturel pour elle. Elle ne se retourne jamais, en fait elle a juste vu dans sa vision périphérique qu'il y avait quelqu'un, et comme ça, le fait de ne pas se retourner, ça montre qu'elle ne cherche pas à esquiver la personne qui est derrière. Ça fait plus naturel, donc si la personne derrière elle a des intentions malsaines vis-à-vis d'elle, il ne peut pas savoir que il a été cramé. Là, une scène de pseudo-course-poursuite s'ensuit. Alors qu'elle commence à se rapprocher de son véhicule et également d'une zone où il y a un peu plus de monde, elle sent que la personne derrière elle presse le pas pour essayer de la rattraper avant qu'elle arrive dans une zone beaucoup plus fréquentée. C'est là que, totalement paniquée, Laurie met sa stratégie sous le tapis et elle part en courant. Là, elle décide d'abandonner le fait d'être là en mode j'ai un comportement naturel ou quoi. Elle regarde derrière elle et elle voit qu'effectivement, il y a le fameux jeune étudiant qui est en train de la courser. Elle lui crie « Laisse-moi tranquille » et le jeune étudiant lui dit « Mais je veux juste parler ». Fort heureusement, Laurie arrive à semer son poursuivant quand elle arrive dans la zone un peu plus peuplée. Elle arrive à aller à son véhicule et à rentrer chez elle sans qu'il ne lui soit rien arrivé. Et une fois qu'elle est chez elle, elle craque. Elle sait que beaucoup de gens ont subi bien pire qu'elle, qui ont vraiment une confrontation physique avec les personnes qui pouvaient les suivre ou qui leur en voulaient, mais elle, psychologiquement, ça l'a profondément marquée. C'est là qu'elle a changé de comportement, que cette expérience a eu un impact sur sa vie parce qu'elle essayait de se garer plus proche de l'université, elle essayait de réduire le temps qu'elle avait à pied pour se rendre de l'université à son véhicule, elle commençait même à demander à un collègue de la raccompagner jusqu'à sa voiture tellement elle avait peur. Elle ne mangeait plus à l'extérieur, elle restait toujours dans son laboratoire. Donc vous voyez que ça a vraiment créé un impact sur sa vie. Elle a adapté ses habitudes par rapport à ça, ce qui est très grave, que quelqu'un puisse influencer nos vies comme ça. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a eu une dernière rencontre avec cet individu, c'est quand Laurie, après que le temps est passé un petit peu, a décidé non pas de manger dans le laboratoire, mais d'aller se chercher à manger au réfectoire, là où les étudiants mangeaient. Alors qu'elle faisait la queue, elle a entendu quelqu'un crier, mais elle sentait que ce cri lui était destiné. Attirée par ce cri, elle a regardé d'où ça venait, et encore une fois, c'était le fameux jeune étudiant bien insistant. Je tiens à signaler que, messieurs, si jamais une femme vous dit non ou qu'elle n'a pas envie de vous parler, n'insistez pas, ça sert à rien. À part créer un malaise comme dans cette situation, vaut mieux passer à autre chose, et tout le monde s'en portera bien mieux. On revient dans l'histoire pour la conclure. Laurie, cette fois-ci, un peu plus en confiance parce qu'il y avait quand même du monde, n'a pas pris de pincettes, elle a dit « laisse-moi tranquille » d'une voix assez forte, et évidemment, ça a attiré l'attention. Tout le monde a regardé un petit peu la scène, ce qui se passait, hein, c'est naturel, notre esprit est assez curieux quand il y a ce genre d'événements. Généralement, si jamais on entend dans la rue quelqu'un criant, on va avoir tendance à regarder ce qui se passait tout. Bah là, c'était la même chose. L'étudiant se trouvait honteux d'être affiché un peu devant tout le monde, donc il a baissé la tête et il s'est barré. Laurie a pris sa nourriture et elle est repartie à son laboratoire. Et depuis, elle fait très attention à son environnement, c'est-à-dire à voir si elle n'est pas suivie, s'il n'y a pas de danger, chose qu'elle ne faisait pas forcément avant ses rencontres avec l'étudiant. Mais ça, on comprend qu'elle ait changé encore une fois ses habitudes. Et en plus de ça, elle n'a plus jamais revu cet étudiant.
Ce qui lui amène à se poser une question, c'est que est-ce que cet étudiant en était réellement un, ou alors l'université est suffisamment grande pour que leurs chemins ne se croisent plus. C'est là que cette histoire se termine. Eh bien, je vous laisse me dire en commentaire si jamais vous avez des théories sur les intentions de cet étudiant. On a la théorie qui est la pire, qui était que cet étudiant avait les intentions les plus malsaines vis-à-vis de Laurie, ou alors on a une théorie où cet étudiant était juste très lourd, à tel point qu'il a mis mal à l'aise notre ami Laurie.